Merci d'être resté avec nous. Sensation d'étouffement, toux, essoufflement pour de nombreuses personnes atteintes de troubles respiratoires. Faire du sport peut relever du parcours du combattant. Pourtant, une activité physique régulière et adaptée peut avoir des effets bénéfiques sur certaines pathologies comme l'asthme, l'emphysème ou encore la BPCO. Aujourd'hui, Allo Docteur fait donc le point sur les bons réflexes à adopter lorsqu'on pratique un sport alors qu'on manque de souffle. Oui, un coach sportif va vous montrer quelques exercices très simples à faire à la maison pour bien solliciter votre cage thoracique. Et puis on répondra à toutes vos questions. Quelle activité pratiquer quand on est asthmatique? Faut-il renoncer à la course à pied en cas de troubles respiratoires? Peut-on gagner en endurance et mieux respirer grâce au sport sur le long terme? Pour répondre à toutes vos questions, le docteur Jean-Jacques Larzul qui est pneumologue. Bonjour. 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 Et donc avec nous, Nicolas de Bourneuf qui est coach médico-sportif. Bonjour. Alors on nous dit, depuis une grosse bronchite au printemps dernier, je suis très essoufflé quand je fais du sport. Est-ce que ça peut être lié? Non. Non. Printemps dernier, ça fait un peu loin là. Non, le sport ne peut pas être néfaste dans le cas d'une maladie aiguë, ou alors il faut vraiment que le sport soit vraiment très intensif. Donc ça, c'est vrai que ça peut s'appliquer à des sportifs de haut niveau qui seront gênés parce qu'ils ventilent beaucoup et excessivement, et ils peuvent effectivement avoir des effets négatifs. Mais autrement, une bronchite normale, il faut attendre toujours une huitaine de jours qu'on n'ait plus de fièvre, qu'on n'ait plus de symptômes inflammatoires, pour reprendre quand même une activité physique un peu soutenue. Parce qu'il faudrait aussi définir qu'est-ce que c'est que le sport ou l'activité physique. Pour chacun, c'est à son niveau. D'accord, il n'y a pas de séquelles de bronchite? Non, à long terme? Absolument pas. Je suis une skieuse aguerrie, mais depuis l'année dernière, je tousse et je suis essoufflé après l'effort. Est-ce de la dyspnée? Que faire? Alors déjà, expliquons ce que c'est que la dyspnée. Il faudrait savoir si l'essoufflement après l'effort est vraiment aigu, relativement invalidant, ou si c'est une petite gêne. Si c'est comme un peu une crise, on pourrait assimiler cela un peu à ce qu'on appelle un asthme induit à l'effort. Mais en général, ça siffle. La personne n'a peut-être pas précisé ça. Ça siffle. Et effectivement, ce sont des manifestations qui surviennent 10-15 minutes après l'effort et qui devraient se résoudre spontanément, voire avec un traitement si les gens sont connus comme asthmatiques. Alors il est évident que pour le ski, il y a un autre facteur, c'est le froid. Et le froid a tendance à fermer les bronches. Et quand on ferme les bronches, bien sûr, ça gêne. Donc il faut quand même voir aussi la question du climat, la température, et puis le degré de l'effort, et effectivement avoir un peu plus de précision sur ce qui se passe après l'effort. Mais de toute façon, il n'y a jamais d'éléments excessivement défavorables. C'est plus au niveau, d'ailleurs, comme elle le décrit, un peu comme une gêne. Donc c'est peut-être à adapter en fonction des circonstances, de la nature du sport. Pour répondre à votre question, la dyspnée, c'est l'essoufflement simplement, c'est la gêne respiratoire. Merci, lorsqu'il fait très froid, est-ce qu'il y a des exercices à faire pour ouvrir mieux ses poumons, pour les préparer? Alors en fait, le froid va générer un stress au niveau des bronches et souvent les gens nous disent « ah ben ça me brûle au niveau des voies respiratoires ». En fait, c'est juste que la durée de l'échauffement va être un petit peu plus longue. Et c'est par cette augmentation de la durée d'échauffement qu'on aura une meilleure adaptation. Dans tous les cas, les personnes on a parlé des asthmatiques, et les personnes qui doivent se méfier le plus du froid, ce sont les asthmatiques. Puisque c'est eux qui vont ressentir le plus la gêne au niveau justement de cette sensation de brûlure ou de déclencher. Le froid peut déclencher des crises d'asthme. On y va plus progressivement et plus longtemps pour s'échauffer. Plus progressivement et plus longtemps pour s'échauffer. Les asthmatiques et hors pneumologie, évidemment, les cardiaques, pour qui le froid est évidemment pas la meilleure des choses. Est-ce qu'il est vrai qu'il est préférable d'aller nager à la piscine avec la chaleur et l'humidité plutôt que de pratiquer un sport en extérieur par temps froid et sec? Toujours dans l'eau, là. Oui. Oui, dans l'eau. La piscine, le problème de la piscine, c'est pas tellement la chaleur et l'humidité, c'est plutôt les vapeurs de chlore. Ça, les vapeurs de chlore sont des fois gênent beaucoup certaines personnes. Une atmosphère un peu confinée. Mais ça, encore une fois, c'est complètement individuel. Si on ne supporte pas la piscine, on fait autre chose et on fait de la natation à l'extérieur. En fait, il faut jamais. Dans le sport, il ne faut pas trop interdire. Il faut plutôt conseiller. Il y a deux choses qui sont importantes, je voudrais le dire là maintenant, parce que c'est d'une part d'avoir une pratique régulière. Plus c'est régulier et plus c'est toléré. Donc de faire ça 3-4 fois par semaine, ou même 2-3 fois par semaine, forcément que quand on aura une activité physique importante à faire, ça sera mieux toléré. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire ça ensuite dans la durée, c'est le plus longtemps possible. Si on fait par à coup, les sports, les activités physiques, ça ne marche pas. Et puis la troisième chose, c'est par plaisir. C'est sûr que la personne qui n'aime pas l'eau, peut-être ne pas choisir la piscine comme sport. Non, je crois qu'il faut d'abord voir ça. Ensuite, on voit les conditions et on s'adapte.
Ceux qui supportent pas les vapeurs de chlore dans la piscine, c'est pas à la piscine qu'il faut aller, il vaut mieux nager en mer, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est quand même avoir, pour toute activité physique et sportive, il faut avoir du bon sens d'abord. Faut-il éviter, c'est du bon sens, de faire du sport en cas de forte pollution? C'est pareil, alors pollution, ça veut dire quoi pollution? Il y a les pics de pollution, les alertes, on sait très bien que ça donne des gènes à tous les malades respiratoires, emphysème, asthme, bronchite, etc. Puis il y a aussi la pollution de fond dans les grandes villes, et ça vous ne pouvez pas l'éliminer, alors vous ne faites plus rien. Donc il est vrai... Il peut y avoir aussi les périodes de pollen, sans parler de pollution. Les périodes de pollen, bon, les périodes de pollen c'est saisonnier, donc ça va durer un certain temps. C'est sûr que si on est allergique au boulot et qu'on habite dans une vallée où il y a des boulots, il faudra peut-être pas courir à ce moment-là. Il faut simplement savoir que quand on fait du sport et autres, la ventilation pulmonaire augmente. Donc effectivement, tout ce qui est agresseur va augmenter les risques et les effets néfastes. Ça, c'est clair. Donc, il faut courir en pleine pollution, en pleine chaleur ou dans un empoussiérage important. C'est pas raisonnable. Bonne idée. J'ai une BPCO, donc une bronchite chronique obstructive, bronchopneumopathie chronique obstructive, voilà, cherchez le terme. Je suis traitée depuis plusieurs mois, j'ai arrêté de fumer. Quel sport me conseillez-vous? Eh bien, sachez que tous les mercredis, au bois de Vincennes, en région parisienne, des malades atteints de BPCO se rejoignent pour un cours de marche nordique. La séance est adaptée à leur pathologie respiratoire et encadrée par un coach spécialement formé. C'est un reportage de Nikita Matras et Maxime Soulard. On y va, c'est parti! Chaque semaine, ils sont une dizaine à se donner rendez-vous dans le bois de Vincennes, près du lac de Gravel, pour une séance de marche nordique adaptée. La plupart des participants souffrent en effet de troubles respiratoires. J'ai du mal à marcher, j'ai du mal à bricoler, essouffler le matin, du mal à m'habiller, surtout à mettre les chaussettes, ça me bloque la respiration et tout ça. Et je tousse beaucoup, je crache. C'est vraiment très pénible, quoi. Vous assurez vos appuis. Après avoir fumé un paquet de cigarettes par jour pendant près de 30 ans, Christian a perdu 40% de sa capacité respiratoire. Il est atteint de BPCO, une maladie qui obstrue les bronches. On appuie bien sur les bâtons. Depuis 2 ans, Christian pratique la marche nordique, un sport particulièrement bien adapté aux pathologies respiratoires. Les bâtons sont une aide pour eux parce que déjà ils vont se redresser, retrouver un schéma postural. Ils auront une meilleure position de la cage thoracique, meilleure ventilation et surtout moins de poids de corps sur les articulations. Après 1 heure de marche bucolique, la balade se corse. Direction la très redoutée butte au canon, point le plus haut du bois de Vincennes. Là, ce qu'il va falloir, c'est de monter à une allure régulière, bien sûr, mais surtout bien appuyer sur les bâtons et surtout bien réguler sa respiration. Surtout, il faudra essayer d'en faire au moins 2, voire 3. Ça serait vraiment un bel objectif. Allez, on y va. À les côtes, c'est difficile. C'est là qu'on sent qu'on n'est pas au plein moyen de notre respiration. C'est les côtes là. Position de récupération, les bâtons croisés. Il ne faut pas oublier de regarder le paysage quand même, c'est un très beau point de vue. Après cette petite phase de récupération touristique, la marche touche à sa fin. La marche nordique, ça stabilise mon état respiratoire. Étant donné que j'ai perdu à peu près 40% de mon état, donc il faut que ça reste comme ça. Il ne faut pas que ça descende. Parce que vous avez bien vu, la côte, j'ai eu du mal. La jambe gauche derrière la jambe droite et on s'incline sur la droite. Pour pouvoir profiter de tous les bienfaits de la marche nordique, il faut la pratiquer régulièrement. Pour Christian et les autres, rendez-vous dans 1 semaine. Alors maintenant, on va voir ce qu'on peut faire régulièrement chez soi. On a la question là d'un homme de 75 ans qui demande ce qu'il peut faire à la maison. Donc là, on va s'adresser à tout le monde, pas forcément aux asthmatiques, aux bronchitiques chroniques. Qu'est-ce qu'on peut faire chez soi pour améliorer sa capacité respiratoire, pour l'augmenter? Alors l'exercice de base, sachant que on doit se déplacer, on doit être autonome, donc c'est renforcer les muscles des cuisses et renforcer le muscle des fessiers. Donc il y a un exercice qui est très simple à faire à la maison, c'est l'exercice qu'on appelle l'exercice de squat. Il suffit simplement de se mettre devant une chaise. Alors la chaise, ça permet aussi que pour les gens qui sont fatigués, ils s'assoient. Donc c'est une sécurité et on peut aussi se tenir à une poignée de porte si on a des difficultés pour se relever. Mais l'exercice est très simple, on descend, on touche la chaise et on remonte. Pour les personnes pour qui c'est compliqué
Je vais me mettre en face de vous, je vais le faire Sans en chaise. Voilà. Oh là, il Sans chaise. est fort, il est Simplement, fort. on s'assoit, on peut en faire une dizaine. Si c'est facile, eh bien, il est possible de prendre un sac à dos dans lequel on va oui. mettre un lest. On met le sac Ah, à j'ai cru dos que vous alliez sur me le son mettre. dos. C'est bien, prenez-le. Voilà, et on peut simplement continuer l'exercice. Voilà, on essaye par 10. Si ça se passe bien, on essaye par 15. Si ça se passe bien, on essaye par 20. Fais voir le sac à dos. Je vais Et essayer. l'objectif est vraiment, comme le disait tout à l'heure le docteur, c'est de faire ça régulièrement. Donc vous pouvez faire une série tous les jours. Oh, ça va. Donc mettez-vous devant la chaise. Vous avez peur que je tombe? On ne sait jamais. Avancez-vous un petit peu. Avancez-vous un petit peu. Voilà. Et maintenant, essayez de toucher la chaise. Voilà. Et là, vous allez vraiment descendre. Et on a un travail sur les quadriceps, un travail sur les fessiers. C'est les deux plus gros groupes musculaires au niveau de l'organisme. C'est ceux qui vont demander la plus grosse consommation d'oxygène, donc qui vont créer le plus d'adaptations ventilatoires. D'accord. On dirait Deuxième qu'on- exercice. on aurait cru que vous partiez à l'école avec Vous avez vu votre petit sac Ah, à dos, ça là, m'a- c'était très mignon. Mais Deuxième. je l'ai laissé exprès. Donc le deuxième exercice, c'est on a une adaptation ventilatoire, donc il faut mobiliser la cage thoracique. Mobiliser la cage thoracique, vous allez placer vos mains sur les côtes ici et vous allez essayer d'imaginer que vous allez ouvrir un parapluie. Donc vous allez prendre une inspiration, ça va écarter les côtes et sur l'expiration, vous allez chercher à resserrer la cage thoracique. On retrouve souvent des pertes de mobilité avec l'âge au niveau de la cage thoracique. Donc sur un exercice comme celui-ci, on va chercher à inspirer et vraiment les mains créent une résistance. Les mains appuient sur la cage thoracique. Donc c'est inspiration, ça écarte. Expiration, ça redescend. Et on essaye de serrer, 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 beaucoup serrer, plus que serrer, moi, serrer. je suis déjà vieux. Cet exercice-là a une limite, c'est en fait on va faire de l'hyperventilation et ça risque de tourner la tête. Donc on le fait entre 2 et 5 fois maximum et ensuite on fait une pause. D'accord. On peut chercher des volumes jusque sous les clavicules, c'est-à-dire vraiment créer un volume dans la cage thoracique. Donc on va inspirer et on va chercher à gonfler tous les espaces, augmenter l'espace dans la cage thoracique. Et on va essayer, maintenant je vais vous mettre sur le sol, un troisième exercice. Je m'allonge Allongez-vous sur le comme dos. ça. Hop. Où là, on a effectivement l'exercice de départ où je vais chercher à faire gonfler la cage thoracique. Donc allez-y, inspirez dans la cage thoracique. Et là maintenant, une fois que vous avez la cage thoracique gonflée, essayez de prolonger l'inspiration en gonflant le ventre. Oh, c'est super dur. Expirez avec les abdominaux Bah oui. et faites redescendre la cage thoracique. Voilà. Alors, je vais réessayer parce que. Là, Donc, je gonfle là, Voilà. j'expire ici, c'est Oui. ça? En fait, je vais tout simplement faire un premier travail sur le diaphragme. C'est facile, on va gonfler soit la cage thoracique, soit le ventre. Mais à partir du moment où je lui demande de gonfler les deux, le diaphragme va devoir se contracter plus longtemps et plus fort. Et donc, je vais renforcer le muscle inspirateur principal et je vais aller chercher tous les muscles inspirateurs accessoires pour arriver à générer ce mouvement. C'est un exercice qui se fait lentement, pas besoin de le faire trop vite. Et pareil, entre 2 et 5 fois, parce qu'après, on peut avoir le phénomène d'hyperventilation et la tête qui tourne. On va essayer de le faire avec une plus grande amplitude. pas mal. Donc venez inspirer sous ma main ici, venez inspirer sous ma main là. Maintenant vous allez expirer ici longtemps, 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 longtemps. Faites descendre la cage thoracique, voilà, 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 voilà. Et là j'ai fait renforcement du diaphragme et renforcement du muscle des Et abdominaux. c'est un côté très décontractant. Oui, Il y a un côté relaxation qui est immédiat. immédiat. Ah oui. Ah oui, Et si vraiment. vous baillez, c'est normal. On va revenir à table. On a des questions sur le yoga et le pilate, mais ça paraît évident déjà. Je n'ai pas vu exactement la question, mais quand on voit ce genre d'exercice, le yoga et le pilate, ça apprend à bien respirer. Hein. Oui, c'est vrai que pour les troubles respiratoires, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, tout ce qui concerne effectivement l'amélioration du contrôle respiratoire, l'absence d'hyperventilation, c'est le fait de respirer de trop vite, parce que comme si on fait des malaises. Le yoga, comme d'autres techniques, ce sont des techniques de relaxation d'une part, mais également de pouvoir renforcer les muscles respiratoires. Oui, et puis d'apprendre à ne pas respirer que en haut, d'arriver à respirer aussi avec l'abdomen. La respiration, c'est simple, c'est un peu comme une seringue. Et la seringue, il y a un piston. Le piston, c'est un seul muscle qui s'appelle le diaphragme, qui est très très peu épais et qui sert de piston sur la cage thoracique. En fait, les muscles respiratoires de la cage thoracique eux-mêmes sont tout à fait secondaires. Par contre, le diaphragme qui est le piston, donc la ventilation abdominale, est bien plus intéressante et bien plus économique que la respiration thoracique. Il suffit de voir les marathoniens, ils n'ont pas de muscles au niveau de la cage thoracique et ils respirent très très bien parce qu'ils travaillent avec leur diaphragme. Pardon, juste les exercices qu'a montré Nicolas là, juste avant, je disais c'était pour tout le monde, mais c'est intéressant pour
les gens qui souffrent de problèmes respiratoires, pour les asthmatiques, les bronchitiques chroniques, etc. Alors voilà, donc là, si vous voulez, il y a deux choses. Il y a d'une part, disons, les gestes techniques comme les apprentissages et autres, c'est nécessaire. Là, on est dans le domaine médical ou paramédical, et il faut apprendre. C'est ce que font les coachs, c'est ce que font les kinésithérapeutes et autres, c'est nécessaire. Ce que j'ai dit aussi, c'est que ça, si c'est nécessaire, notamment pour certains qui sont en difficulté, qui se cherchent, il faut aussi avoir un entraînement physique régulier. Mais de reste, la simple marche, le simple déplacement est déjà une activité physique. Et puis ensuite, on peut monter dans la gamme, je dirais. C'est-à-dire que la question posée tout à l'heure pour un bronchite chronique, par exemple, quels pourraient être les sports intéressants, je dirais tous. Bien sûr. Tous. Du moment que ça puisse se faire régulièrement, que ça plaise. Mais tous, il n'y a pas de risque particulier. Est-ce qu'il vous arrive, pour mobiliser justement le diaphragme, de conseiller le chant? Alors, le chant, c'est vraiment le diaphragme et les muscles des abdominaux. D'accord. Et vous, le coach, vous faites chanter de temps en temps? Alors, je ne fais pas chanter de temps en temps, mais effectivement, j'oriente les gens vers des cours de chant. Mais c'est, en général, je propose des exercices que je vous ai montrés et j'ai peu de personnes qui me demandent d'aller chanter, mais je le recommande, oui. À quel rythme pratiquer un sport quand on est asthmatique? Eh bien, on va voir ça avec Thomas Busser, qui est asthmatique de naissance, mais aussi sportif de haut niveau, ancien champion d'aviron. Il a fait de sa passion son métier en devenant éducateur sportif. Nikita Matras et Mathieu Vibout sont allés à sa rencontre à Chalon-sur-Saône. Si vous habitez Chalon-sur-Saône ou ses environs, vous pourrez peut-être au détour d'un virage vous retrouver nez à nez avec un drôle de skieur. Thomas Busser a 30 ans et il pratique le ski roue. C'est la pratique du ski de fond sur route, quand il n'y a pas neige en été. C'est un travail d'endurance qui est super intéressant. Bon, les sensations de glisse, c'est pas les mêmes que sur la neige, mais c'est tout aussi sympa. Un sport qui demande de l'endurance, de la force, mais aussi du souffle. Et le souffle, c'est justement ce qui manque parfois à Thomas. Asthmatique de naissance et sportif de haut niveau, il a su adapter sa pratique. On fait attention un petit peu plus aux éléments météorologiques. Ça veut dire que quand il fait froid, on va adapter un petit peu plus l'intensité de la séance pour essayer de limiter l'irritation des bronches. Quand il fait du brouillard, eh ben, on fait plus attention ou alors on n'y va pas. C'est pas contraignant en fait, ça devient une habitude. Thomas est donc un sportif comme les autres, à une petite exception près. Une exception qui tient au fond de sa banane. On a toujours sa roue de secours, son inhalateur, en cas de besoin. Bon, ça arrive pas souvent, mais on sait jamais. Allez, c'est parti! Allez, on y va! Ancien champion d'aviron, il a fait de sa passion son métier en devenant éducateur sportif. Ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est déjà l'amour du sport d'une manière générale et puis les valeurs qu'on m'a transmises au sein du club. Et puis ouais, pouvoir transmettre le goût de l'effort, le dépassement de soi. Régulièrement, Thomas encadre des enfants asthmatiques. L'occasion pour lui de les sensibiliser aux bienfaits d'une activité sportive modérée. On peut parler aux jeunes qui sont asthmatiques, qui viennent avec de la ventoline. Donc tiens, qu'est-ce que tu fais avec ta ventoline? Je suis asthmatique. Pourquoi tu rames pas? Ma mère me dit qu'il ne faut pas que je rame parce que sinon je vais faire de l'asthme de l'effort. On lui explique qu'il faut déjà monter dans le bateau, voir déjà comment ça va, comment ça évolue, sans forcément l'imposer. Et le jeune, d'une manière générale, se rend compte qu'il peut faire des choses, qu'il est capable de faire des choses, de ramer à intensité modérée. C'est plutôt cool. Attendez avant de descendre. Asthmatique ou non, les enfants sont tous d'accord pour dire que l'aviron... Oh, c'est trop bien! Oui, c'est trop bien, cool. Ça fait travailler les muscles. Ouais, ça fait trop travailler les muscles. Trop cool, hein? Alors Nicolas, vous disiez que ce qu'a réussi à faire Thomas Busser, c'est finalement de produire moins, d'adapter son corps pour avoir à produire moins d'énergie. En fait, quand on fait de l'activité physique, la première chose qui se passe, c'est qu'on va consommer de l'oxygène. Donc, à partir du moment où on consomme de l'oxygène, l'organisme va s'adapter pour apporter plus d'oxygène aux muscles. Donc, l'adaptation, c'est l'augmentation de la ventilation et l'augmentation du rythme cardiaque. Dans la situation dans laquelle il est, pour atteindre le niveau sportif qu'il a, il a tout simplement appris à son organisme à devenir économe. On devient économe, on consomme moins d'oxygène, on le transporte mieux. Dans le sang, il y a plus de transporteurs d'oxygène. Le muscle utilise moins d'oxygène pour produire le même effort. Donc, potentiellement, on peut faire une corrélation. Avec le même taux d'oxygène, on va produire plus d'efforts. Tout ça en apprenant à respirer mieux, finalement. Voilà.
Mais par l'activité physique et par l'entraînement, c'est vraiment régulièrement, progressivement, et on s'adapte au climat, on s'adapte à la situation. Si on respecte ces 3 paramètres-là, on arrivera à produire des efforts intéressants. On nous demande comment distinguer l'asthme classique de l'asthme d'effort. Alors l'asthme d'effort, c'est un asthme qui survient après l'effort, pas pendant, après l'effort, 10-15 minutes après. Donc c'est une crise et qui va se résoudre spontanément. Quand on est asthmatique, on se connaît et on a bien sûr le traitement qui convient pour raccourcir ce délai. Ça, c'est l'asthme induit à l'effort. C'est assez spécifique. Les asthmatiques peuvent pratiquement tous faire de l'asthme d'effort. On estime que dans les asthmes d'effort, 90% sont de nature asthmatique, mais il y a 10% de gens qui ne sont pas asthmatiques, qui ne sont pas connus comme asthmatiques en tout cas, qui peuvent faire des asthmes d'effort. Donc on sait très bien, par exemple, quand on a l'habitude de courir le matin, quand il fait avec un petit peu de brume, etc., qu'on a tendance à avoir du mal à respirer, notamment au début, et que ça siffle un petit peu. Ben, on est tous un peu comme ça. C'est-à-dire que les bronches, pour se défendre du froid, vont se fermer pour maintenir la chaleur à l'intérieur. Donc on est un peu gêné. Alors l'asthmatique, lui, c'est un niveau largement supérieur. Et il va jusqu'à faire la crise. Je suis asthmatique depuis peu et jusqu'à présent, je pratiquais la plongée sous-marine. Mon médecin m'a conseillé d'arrêter. Y a-t-il une interdiction totale? Alors là, il y a la plongée en apnée, celle qui permet de faire la chasse sous-marine ou de se promener. Pas de contre-indication. Par contre, la plongée autonome, avec les bouteilles, comme on dit, là, il y a une contre-indication. C'est d'ailleurs une des seules contre-indications respiratoires sur le plan de la plongée, c'est l'asthme. Il y a bien sûr, évidemment, toutes les maladies graves, l'emphysème, etc. Ça, c'est autre chose. Mais en termes pour les jeunes, par exemple, c'est la plongée en bouteille qui est interdite. Peut-on éviter de développer des maladies respiratoires en ayant une activité physique régulière? C'est un peu ce qu'on a essayé de démontrer. On peut diminuer les maladies. Éviter de développer des maladies respiratoires. Alors ça, c'est très intéressant. Il faut vraiment passer ce message-là. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des activités régulières, et par exemple tout à l'heure dans le reportage sur l'aviron, c'est clair, tout a été dit. Une chose qu'il faut rajouter, c'est de pratiquer régulièrement. Pratiquement, enfin si on le peut, ça aussi c'est le problème de la pression sociale, presque quotidiennement. On sait très bien qu'un asthmatique qui pratique du sport ou des activités physiques très régulièrement fera beaucoup moins de crises. Il a été démontré, ce que je n'encourage pas, mais que les fumeurs qui vont faire au moins 2 heures d'activité physique soutenue par semaine risquent de moins avoir de BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive. D'accord? Mais on encourage quand même les gens à ne pas fumer, c'est une chose. Et la deuxième chose qu'il faut voir, c'est aussi surveiller le poids, parce que c'est un des problèmes de santé publique qui est souvent corrélé à la sédentarité, donc au manque d'activité physique. Tabac, poids et maintenir des activités régulières. Merci, le message est passé. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Lundi, dans le docteur, on répondra à vos questions sur les gencives qui sont douloureuses. On verra pourquoi. Est-ce que l'on fait? Passez un excellent week-end. À lundi, au revoir.